Ravi de vous retrouver, même à distance, pour ce 11e Forum européen de bioéthique. Et notre première table ronde de ce jour est intitulée « La Covid-19 a-t-elle éclipsé toutes les autres maladies ?» Une épidémie dans l'épidémie nous permettra plus tard de faire les comptes de tous les cancers non dépistés, de toutes les situations psychiatriques s'étant aggravées et peut-être de toutes les autres maladies qui passent inaperçues et qui attestent de la carence ou peut-être de l'insuffisance du système de soins lié à l'épidémie de Covid. Je passe la parole à Maud Benwalid pour cette modération de séance. Bonjour. On a effectivement aujourd'hui posé la question de cette diminution de fréquentation des cabinets médicaux, pour certains de manière très importante. Et lorsqu'on a préparé le programme de ce forum, eh bien nous sortions à peine en fait du premier confinement, période pendant laquelle on avait pu constater un arrêt total finalement des consultations autres que celles qui concernaient la Covid. Donc c'était vraiment une période très particulière et la question d'alors c'était quelles en étaient les conséquences de prise en charge des patients, notamment ceux qui sont atteints d'affections graves, d'affections chroniques, et ceux qui nécessitent bien sûr des soins, si ce n'est, des soins récurrents, sans quoi évidemment il y aurait une aggravation. Donc la question de l'aggravation de certains patients, mais également la question de la régression de certaines pathologies, puisqu'on a entendu à cette période que peut-être qu'il y aurait eu moins d'AVC pendant le premier confinement, qu'il y aurait eu moins d'infarctus pendant le premier confinement. Donc bien sûr, on se pose la question de savoir pour quelles raisons ces affections très graves auraient diminué. Est-ce qu'elles ont vraiment diminué? Est-ce que il y a eu des loupés diagnostiques faute de consultation? Est-ce que finalement la diminution d'activité aurait entraîné la baisse de ces affections? Est-ce que peut-être que la préoccupation des gens par rapport à la crise sanitaire les aurait protégés de ces affections graves? Bref, en d'autres termes, y a-t-il une composante psychosomatique qui serait protectrice en période de crise? C'est la question qu'on s'est posée avant l'été lorsqu'on a préparé ce forum. Et puis, dans un deuxième temps, s'ajoute un constat un petit peu inattendu. C'est que les cabinets médicaux continuent de subir une importante baisse de fréquentation, quand bien même nous ne sommes plus en confinement, quand bien même la situation dure depuis des mois, semble-t-il, certains cabinets médicaux continuent, certaines spécialités médicales, de voir leur fréquentation diminuer. Alors quelles en sont les explications? Est-ce que la raison est la modification du mode de vie? Probablement en partie. Certaines pathologies sont moins présentes cet hiver, notamment certains virus en raison des mesures barrières. Est-ce qu'il y a eu moins de fractures? Sûrement aussi en raison du changement de mode de vie. Mais on se demande quand même s'il n'y a pas un paradoxe. C'est celui de vouloir préserver la santé avant tout, la santé à tout prix, alors qu'on perd finalement les principes fondamentaux par lesquels nous en prenons soin habituellement. Alors pour parler de toutes ces questions aujourd'hui, nous recevons Aurélien Benwalid, qui est neurologue et président de notre Forum européen de bioéthique, Catherine Rongière, qui est chef du service clinico-biologique d'assistance médicale à la procréation, Florian Zorès, cardiologue spécialiste en insuffisance cardiaque, cofondateur du groupe médical spécialisé et du centre Ellipse, et Alain Toledano, qui est cancérologue radiothérapeute, président de l'Institut Raphaël, président du conseil médical de l'Institut d'oncologie des Hauts-de-Seine, directeur médical de l'Institut de radiochirurgie de Paris, centre Hartmann. Docteur Toledano, je vous laisse la parole en premier, si vous le voulez bien. Merci à vous. On aurait préféré être à Strasbourg comme l'année passée, avec l'accueil et la convivialité que vous aviez mis en œuvre. Mais je suis content que le forum se tienne et je vous remercie pour cette organisation. J'étais très intéressé, une fois de plus, à participer avec ce sujet qui nous interpelle tous, la Covid-19, et ce qu'elle a éclipsé les autres maladies. Alors il y a plusieurs sujets, puisque l'éclipse, c'est souvent un objet visible qui va cacher une source de lumière. Et le Covid, c'est plus une maladie invisible pour nous tous. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs,
c'est pas seulement ceux qui sont infectés, qui sont malades, c'est toute la société. Et puis c'est assez paradoxal de dire que les maladies en général c'est une source de lumière, c'est plutôt une source d'obscurité. Et enfin, sur le titre qui m'a interpellé, c'est intéressant puisque si le Covid a éclipsé les autres maladies, finalement notre objectif, c'est pas du tout de travailler sur la maladie. La santé n'est pas l'absence de maladie, la santé n'est pas le silence des organes. La santé a de multiples composantes qui incluent forcément la santé sociale, la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sexuelle. Donc de mettre le système Covid au centre d'une gestion des maladies me semble désaxé. Peut-être que penser le Covid dans le cadre d'une pensée en santé globale serait plus approprié. Et pour cause, vous venez de dire que finalement, l'immédiateté a un peu mis de côté la manière différée dont on pensait sa santé. Les gens ne consultaient pas, ils étaient plus dans le présent, la peur primaire de mourir maintenant, que dans la préservation de son capital santé dans le futur. Et finalement, ce qu'on a dans le secteur de la santé, ce qu'on a vu, c'était que les risques visibles ont détrôné la gestion des risques invisibles et différés. Donc le risque visible immédiat a un peu pris le pas dans toute la population, les systèmes de santé, par rapport aux risques différés. Et c'est bien là, à mon sens, une des problématiques centrales du Covid, c'est qu'on va mettre de côté, finalement, tout ce qui s'est développé, les addictions au tabac, l'alcool, aux écrans, les troubles du sommeil, l'anxiété, la dépression, l'augmentation des suicides, etc. Donc on a une problématique en santé globale qui ne va pas être couverte parce qu'on a des yeux axés vers un traitement immédiat de la gestion du Covid. Et ce nouveau traitement qui est apparu, c'est le traitement médiatique. Finalement, on peut traiter ces problèmes de santé dus au Covid, mais le traitement médiatique, finalement, il est antagoniste avec notre manière de traiter, pas simplement le risque du Covid, mais la perception du risque du Covid. Et donc voilà, c'est toutes ces notions-là qui, à mon sens, méritent qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et comme vous avez organisé un débat avec plusieurs participants, je laisse la main et je pense qu'on y reviendra dans le cadre des discussions. Et je vous remercie encore d'avoir posé les choses. Je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant au docteur Catherine Rongière. Merci beaucoup. Alors je vais rentrer un peu dans des détails peut-être un peu plus concrets et je vous remercie d'avoir soulevé toutes les questions éthiques que ces détails vont soulever également. Je reprends un peu ce qu'a dit Jean-François Delfraissy lundi soir quand il a dit que nous nous sommes retrouvés dans un état de sidération. Pourtant, on s'était un peu préparé à ce type de situation. On avait eu le H1N1, on avait eu l'Ebola. Et pourtant, il n'y avait absolument rien qui était arrivé de ce type. Et là, nous sommes débordés au sens propre et au sens figuré. On n'a aucune maîtrise de cette pathologie, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. On se rappelle aussi des premiers émois où certains disaient que c'était comparé à une vulgaire grippe. Et donc, pour réduire un peu et pour vous montrer un peu la mesure de ce qui a pu se passer, dans mon microcosme qu'est l'assistance médicale à procréation, et avant même la décision de confinement, il a été décidé que les prises en charge de nos couples étaient arrêtées par mesure de précaution. Et donc on a arrêté toutes les patientes, on a terminé les traitements qui étaient en cours, mais on a congelé les embryons pour éviter d'avoir des grossesses qui apparaîtraient en cours de cette période. Et on a tout arrêté jusqu'à nouvel ordre. Et déjà, nos biologistes, nos techniciens sont partis pour faire autre chose, pour aider ailleurs, pour faire, entre autres, par exemple, des prélèvements de tests PCR pour le Covid. On ouvre une unité Covid à Haute-Pierre, on ouvre une unité Covid au CMCO. Puis le confinement est annoncé et tout est annulé. Les consultations en présence, la chirurgie programmée non vitale pour des pathologies bénignes. Et cette attitude est observée à peu près partout en Europe. D'ailleurs, quand on échange avec nos collègues espagnols, belges, anglais, ils ont pris les mêmes décisions, ou à peu près les mêmes décisions, ça se superpose. Notre société européenne émet des recommandations qui sont d'ailleurs relativement bien suivies et qui vont nous aider à émettre nos propres recommandations en France. Et il faut dire que les patients l'acceptent assez bien, ils le comprennent. Ils ont surtout peur d'être contaminés, donc ils ne viennent pas en consultation.
Et le confinement est aussi une situation inédite qui fait que chacun est préoccupé et occupé, c'est-à-dire comment on va s'organiser, comment les choses vont se passer. Pourtant, les femmes continuent d'accoucher, donc la surveillance de la grossesse se poursuit. L'accouchement, évidemment, est incontournable et on va s'adapter comme on peut. On va faire d'abord des consultations et des téléconsultations, mais finalement, il va falloir quand même qu'on voit les patientes, donc elles vont venir en consultation présentielle, mais seules, pas accompagnées. Que faire des futurs pères? On les exclut de tout, des consultations, de l'échographie, de la salle de travail. La femme enceinte, elle est suivie, mais elle est isolée. Et puis nos 40 urgences habituelles en moyenne, on ne les voit plus. Où elles sont? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors les urgences sont bien sûr toujours reçues, mais pourtant les patientes ne viennent pas. Elles ne viennent pas demander une contraception, elles ne viennent pas demander une IVG, elles ne viennent pas exprimer une douleur, elles ne viennent pas pour un début de grossesse qui se passerait pas bien. Donc on est vraiment dans un souci, on essaye de garder la téléconsultation pour essayer de garder le contact, faire avancer les dossiers. Pourtant, parfois c'est inefficient, on a besoin de voir les femmes, il faut les faire venir en consultation. On ouvre aussi une ligne par mail pour que les patientes puissent poser des questions, en particulier sur la contraception, qu'il y ait une continuité de soins pour des choses qui peuvent s'avérer à moyen terme catastrophiques. Puis la confirmation d'une prolongation de confinement avec une idée d'une réouverture à partir de mi-mai est annoncée. On commence un peu à maîtriser les outils informatiques, les réunions à distance, et là on va se confronter à deux problèmes. Par qui on va commencer? Comment on va s'organiser pour la reprise des activités? Est-ce qu'on va privilégier en AMP par exemple les patientes qui ont arrêté leur traitement? Est-ce qu'on va les privilégier l'âge? Parce qu'on sait que l'âge est très important pour les résultats de grossesse en assistance médicale à procréation. Donc les femmes plus âgées par rapport aux femmes plus jeunes, aux couples qui ont déjà des enfants par rapport à ceux qui n'en ont pas. De la même façon pour la chirurgie, comment on va réouvrir et reprendre l'activité chirurgicale. On va reprendre les patientes qui sont plus douloureuses, moins douloureuses, les pathologies évidemment plus graves. Et puis, il va falloir s'organiser aussi, puisqu'on sait qu'un certain nombre de patientes n'ont pas consulté, pour des cancers du sein par exemple, n'ont pas eu accès à de l'imagerie à temps. Il va y avoir des retards de prise en charge avec une accumulation de tous ces retards, plus tout ce qui n'a pas pu être fait en attendant. Et puis, il faut regrouper les équipes. Les équipes, elles sont dispersées dans des centres différents. Il va falloir qu'elles reviennent dans leur service. Il y a un manque d'infirmières, anesthésistes, un manque d'infirmières au bloc opératoire, un manque d'anesthésistes. Et ça, c'est pas uniquement dû au Covid, c'est dû aussi à toutes les politiques hospitalières qui a eu lieu. Donc la reprise, non seulement va être compliquée avec le retard, mais sera également compliquée avec un problème de ressources humaines. Toutes nos patientes ont tenu bon, elles ont compris les enjeux, elles ont été patientes, mais là, la coupe est pleine. Elles sont agressives presque, elles veulent « pourquoi pas moi, pourquoi pas maintenant, j'ai attendu, il y a eu du retard, il faut que vous me preniez en charge tout de suite ». Très difficile à vivre pour les équipes et évidemment très difficile à vivre pour les patients. Les équipes sont fatiguées, certains ont été malades, ils ont repris extrêmement rapidement parce qu'on avait besoin d'eux. Pour les autres, ils ont tenu le choc avec une vigilance accrue, une tension, du stress et avec des affectations dans des services qu'ils ne connaissaient pas, où ils ont dû s'adapter. On est mi-mai, les vacances d'été arrivent et ça va être incontournable. Il va falloir que les soignants prennent ces vacances, ils en ont véritablement besoin. Ils ont besoin de se reposer, sinon ils vont imploser. Et donc la reprise, elle va être très douce et la résorption du retard de prise en charge va prendre des mois. On a donc éclipsé certaines pathologies considérées comme moins graves en essayant bon an mal an d'amoindrir leurs effets, d'amoindrir la douleur. Et on pensait qu'une fois que ce serait terminé, tout redeviendrait à la normale, on reprendrait les choses dans le cours du temps. Certains cancers, comme je l'ai dit, allaient être diagnostiqués plus tard, et justement pour les temps d'attente, pour les consultations qui n'ont pas été faites. Et je sais que certains urgentistes qui en parleront certainement mieux que moi, mais ont vu certains types d'urgences qui ne venaient plus en consultation, et à l'inverse des urgences extrêmement graves qu'on ne voyait plus depuis longtemps parce qu'il y avait un suivi qui permettait d'éviter ce genre de situation. Dans les pays africains, par exemple, il y a eu des arrêts totaux de distribution de médicaments, et en particulier pour le HIV, ça a été un réel problème.
Donc je pense que les effets collatéraux de cette pandémie, on en aura peut-être les résultats dans quelques mois. C'est un peu difficile aujourd'hui et en plus on est encore dedans. Je pense que quand on avait décidé de faire cette session de la loi de bioéthique en période de crise, on imaginait peut-être que la crise serait derrière nous, mais on y est encore tout à fait. Malgré tout, je voudrais terminer sur une note un peu positive. Il y a eu aussi des expériences intéressantes, puisque ce deuxième confinement n'a pas arrêté l'activité médicale. On a continué finalement à travailler correctement. Bien sûr, on avait les gestes barrières, on s'était organisé. Mais je pense que les médecins n'avaient plus envie de faire cette scission importante. Et puis, on a pris des options au tout début du confinement un peu inconsidérées, je dirais, parfois avec des ruptures très fortes, l'absence d'hommes dans salle de travail, l'absence de visites en EHPAD. Tout ça a aussi été modifié dans ce deuxième confinement. Donc on a quand même pris conscience qu'éthiquement, il y avait des choses qui étaient assez peu acceptables malgré la situation de crise. Et puis du côté du soignant, on s'est rendu compte que finalement, il y avait des choses qu'on faisait peut-être de façon systématique, mais qui n'étaient pas si nécessaires que ça. Donc peut-être un peu relâcher la pression dans un terme de suivi médical. Que la télémédecine permettait aussi de faire beaucoup de choses et c'était quand même un système plutôt écologique qui diminuait les déplacements longs, coûteux, pour parfois un quart d'heure, une demi-heure de consultation. Et puis une coopération entre soignants qui a été vraiment extrêmement innovante. Et donc je dirais qu'il ne faut pas tomber dans les mêmes écueils et savoir apprendre de ce qu'on a pu vivre à ce moment-là. Mais il est vrai que cette situation d'arrêt et de stoppage de prise en charge pour éviter des contaminations, pour éviter une saturation des lits de réanimation, avec des décisions qui avaient été parfois extrêmement abruptes, avec des ruptures de soins et d'isolement de patients, eh bien, il faut évidemment que ça soulève des questions éthiques aujourd'hui, il faut en reparler et apprendre de tout ce qui a été vécu et fait à ce moment-là. Merci. Je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant au docteur Florian Zorès. Oui, bonjour. Alors, merci à tous pour ces premières interventions. Alors, je suis assez d'accord sur ce qui a été dit déjà juste avant moi, dans le sens où il y a probablement eu deux considérations entre la Covid et les autres pathologies. Il y a eu la première vague où on a à peu près tout arrêté des activités programmées, parce que on connaissait pas le virus, on connaissait pas sa mortalité, on connaissait pas ses modes de transmission, sa gravité, ses évolutions, ses traitements, et on a tout fermé. Probablement aussi avec une arrière-pensée qui était on ferme une fois, on laisse passer le virus et à partir du mois de juin, juillet, ce sera fini et on reviendra à une activité antérieure, et finalement cette perte de temps, entre guillemets, de quelques semaines ne sera pas préjudiciable. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, les choses n'étaient pas aussi simples et que le virus, la preuve, est toujours là. Et que on ne pouvait pas arrêter totalement toutes les autres prises en charge de toutes les autres pathologies pour se concentrer sur un seul virus pendant des mois et des semaines et des mois. Et donc d'ailleurs, on voit bien que maintenant, les prises en charge des autres pathologies se fait en parallèle autant que faire se peut de la prise en charge de l'épidémie. Et donc on s'est adapté en fait à la prise en charge, parce qu'aussi on connaît mieux le virus, on connaît mieux ses modes de transmission, on connaît un petit peu sa prise en charge thérapeutique. Et donc peut-être qu'il y a une petite éclipse un peu moins importante maintenant qu'elle ne l'était en première partie d'année 2020. Alors après, pour ce qui est de l'éclipse des autres pathologies, alors il y a la partie clinique évidemment, sur le fait que on a altéré la prise en charge des pathologies habituelles parce que il fallait préserver les capacités en lit de réanimation de soins intensifs, parce qu'il fallait aussi protéger les soignants, un virus qu'on ne connaissait pas. Il fallait limiter les contacts entre les soignants et les patients, entre les soignants eux-mêmes, parce que s'il n'y a plus de soignants, il n'y a plus de système de soins. Et donc c'était aussi pour maintenir le système de soins qu'il fallait limiter les contacts. Mais ça a aussi éclipsé les autres maladies dans d'autres domaines, en termes de recherche et de publication. En termes de recherche, les protocoles de recherche ont quasiment tous été arrêtés, en tout cas en début d'année 2020, pour réorienter les personnels vers le soin et la prise en charge de la pathologie, pour éviter l'exposition des patients au virus. En termes de publication, on a entendu, en termes de publication scientifique, entendu parler
que de Covid pendant 2020. Si vous regardez les publications sur PubMed, on a 87 000 publications sur la Covid, on a quasiment eu que ça, et donc ça pose des problèmes sur l'évolution des connaissances sur les autres pathologies. Certaines grosses études dans les autres spécialités sont passées totalement inconnues, alors que c'est des publications qu'on attend depuis longtemps. Et puis il y a aussi le fait que probablement, et ça s'est vu quand on travaillait dans les secteurs Covid, c'est-à-dire que la Covid mobilisait notre pensée diagnostique. Tout était Covid. Le patient venait pour un symptôme, ou une plainte, un signe. On avait un peu perdu notre démarche diagnostique, à tort ou à raison, je n'ai pas la réponse. Mais en fait, tout était Covid. Et la première chose était d'éliminer la Covid. Et en fait, ce fait de devoir éliminer la Covid a probablement aussi retardé des prises en charge, puisque notamment en intra-hospitalier, où il fallait, avant que le patient puisse être pris en charge en invasif, par exemple en cardiologie, éliminer la Covid, s'assurer qu'il ne soit pas infecté. Et donc on a eu des retards de prise en charge sur les infarctus, par exemple, qui ont été avérés dans plusieurs publications, et dont on n'a pas à l'heure actuelle d'idées sur les conséquences, puisque c'est des conséquences en termes de fonctionnement cardiaque qu'on verra dans quelques mois, quelques années. Donc je pense que la réponse sur est-ce que la Covid a éclipsé d'autres maladies, oui, clairement. Au début, en tout cas, totalement, probablement moins maintenant. Est-ce qu'il y en aura des conséquences ? Probablement aussi, peut-être pas forcément partout, parce que comme Madame Rongière l'a dit, le fait qu'on a adapté nos protocoles, nos manières de suivre les patients, qu'on ait souvent parfois un peu relâché les étaux et allongé les délais, il n'est pas certain que dans certaines pathologies chroniques, notamment en pathologie cardiovasculaire, le diabète, l'hypertension, etc., le fait d'avoir relâché le suivi et de voir les patients un peu moins souvent, il n'est pas certain que ce soit forcément au détriment de leur pronostic cardiovasculaire ou global. Parce qu'il n'est pas impossible que, pris dans nos habitudes, on les voyait de manière systématique, peut-être un peu trop souvent, et qu'on les ait un peu enfermés finalement dans leur pathologie. Merci beaucoup. Je passe la parole à Aurélien Benwalid. Bonjour à tous. Alors la Covid-19 a-t-elle éclipsé toutes les autres maladies ? Alors j'aime bien recommencer toujours en recitant le titre. Alors je ne sais pas qui a trouvé le nom de cette table ronde. Alors, on me dit dans l'oreillette que c'est moi, mais je crois que j'ai un peu tapé à côté. En fait, je vais reprendre la métaphore d'Alain Toledano. En fait, la Covid est devenue tellement éblouissante qu'elle nous a finalement plutôt empêché de voir tout le reste. Donc on n'est pas tout à fait dans le contexte d'une éclipse, excusez-moi. C'est plutôt comme si en pleine nuit, un soleil s'était levé assez brusquement et nous empêchait de voir les étoiles briller dans le ciel. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous dresser un peu l'éphéméride de ce ciel de nuit, peut-être en citant 3 types d'astres qui ont changé du fait de l'apparition tonitruante et éclaboussante de lumière, même si effectivement on est tous d'accord que la lumière n'est pas toujours à ce moment-là associée à quelque chose de très positif, le fait que des choses soient passées sous silence ou en dessous du radar. Alors tout d'abord, il y avait dans ce ciel toute une série d'étoiles qu'on a tellement vues, qu'on connaît tellement bien, que finalement on les a facilement oubliées. C'est effectivement les dégâts collatéraux liés à l'apparition de la Covid dans le cadre des pathologies chroniques. Alors, pour ma part, je suis neurologue et j'ai quasiment 60 à 70% des patients qui viennent me voir qui souffrent d'une maladie chronique, et donc beaucoup de mes consultations ont donné lieu à un peu de tristesse, puisque presque 100% des patients qui souffrent d'une maladie chronique se sont aggravés au cours de la Covid. Alors, assez peu de décès dans les patients que j'ai pu suivre, et donc forcément, ça n'est pas comptabilisé dans les informations qu'on nous donne aux 20 heures, mais très régulièrement, dans la plupart des maladies neurodégénératives, j'ai vu les patients qui marchaient sur leurs 2 jambes arriver avec une 3e jambe de bois qui était une canne, ceux qui étaient avec une canne arrivaient avec 2 béquilles ou un déambulateur, et ceux qui étaient en déambulateur, finalement, se rendre en consultation en fauteuil roulant, avec un VSL et l'impossibilité de prendre les transports en commun, par exemple. Donc là,
ce sont des conséquences qui sont directes, liées à plusieurs facteurs sur lesquels on va revenir, mais qui engendrent une perte d'autonomie, qui engendre des comorbidités, qui peut engendrer bien évidemment une mortalité, mais peut-être qu'on est encore un peu trop tôt pour observer ce type de conséquences. Mais ça, on en parle relativement peu dans les médias, mais en tout cas, c'est extrêmement marquant dans les consultations. La Covid-19 a engendré de manière très souvent indirecte, puisque la plupart des gens n'ont pas forcément été affectés par la maladie, mais des conséquences motrices extrêmement invalidantes. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent donner lieu à ça ? Il y a et bien évidemment, il y a la rupture de soins, c'est-à-dire le fait, on a tout vu, hein, ça va des gens qui n'osaient même pas aller à la pharmacie pour aller chercher leurs médicaments. Donc ils ont carrément interrompu les médicaments, avec parfois des conséquences tout à fait nettes. Parfois aussi, c'était même pas lié à ça, mais c'était lié au fait que les médicaments eux-mêmes n'arrivaient pas forcément en nombre. Il y a eu un certain nombre de ruptures d'arrivée de médicaments. Je pense notamment à la maladie de Parkinson, dans laquelle les patients avaient parfois du mal à récupérer leur traitement, ou alors à certaines molécules un peu rares qu'on utilise dans certaines pathologies migraineuses ou dans certaines épilepsies, avec l'obligation de passer à un générique, avec la difficulté, quand on a ce qu'on appelle une marge thérapeutique étroite, d'équilibrer certaines maladies. Donc bien évidemment, il y a eu parfois une rupture de soins. Il y a eu quelque chose que j'ai trouvé aussi très parlant, c'était finalement que les patients sortaient très peu. Les patients ne marchaient très peu. Et donc, finalement, les acquis se perdent très très rapidement et cette immobilisation ou cette sédentarité forcée a été très préjudiciable. Encore un élément qui a été très fort aussi, et là, c'est un peu un coup de cœur que je fais en tant que neurologue, c'est qu'il a fallu peut-être attendre malheureusement cette pandémie pour se rendre compte à quel point les kinésithérapeutes avaient un rôle absolument fondamental. Puisque là aussi, et on ne peut pas leur jeter la pierre, il y a eu au début, notamment lors du premier confinement, une forme de sidération, et qu'on soit médicaux, paramédicaux, on a tous été touchés par ça, et bien évidemment, c'était très compliqué de laisser ouvert un cabinet de kinésithérapeute ou de faire des visites à domicile sans savoir quelles étaient les mesures de précaution à prendre. Et là aussi, je tire mon chapeau à cette profession qui fait toujours partie de nos prescriptions, mais dont on s'est rendu compte malheureusement, une fois de plus, en leur absence, à quel point c'était fondamental pour le patient, non seulement de bouger naturellement, c'est-à-dire de sortir de chez lui et d'avoir une activité physique, mais de bouger aussi moins naturellement, c'est-à-dire de bouger sur ordonnance avec un professionnel de santé derrière, pour lui dire comment faire. Donc voilà, il y a eu vraiment différents éléments qui sont venus interrompre la continuité des soins, et je pense qu'on aura l'occasion dans un deuxième temps de rediscuter avec le docteur Zorès, parce que je partage pas tout à fait l'opinion de la pertinence dans certaines pathologies d'avoir un éloignement des consultations, même si j'entends tout à fait ce qu'il raconte, mais je pense qu'on en reparlera dans un deuxième temps. Alors il y a un deuxième type d'astre qu'on pourrait décrire dans ce ciel de nuit qui a été illuminé par la Covid. C'est finalement une étoile, c'est peut-être une des étoiles les plus brillantes du ciel, mais alors on ne sait pas pourquoi on la voit jamais. C'est un peu l'étoile du berger, mais on a beau prendre nos lunettes, on a beau prendre un télescope, je ne sais pas pour quelle obscure raison on la voit pas. Et bien évidemment, je parle du psychisme. Et là aussi, une des questions fondamentales sur lesquelles on reviendra peut-être, c'est de dire est-ce que cela fait partie des prérogatives du médecin de s'intéresser au psychisme du patient. J'ai tendance à dire oui, de toute façon, puisque les psychologues n'étant pas remboursés par la sécurité sociale, on ne voit pas chez qui d'autre est-ce qu'ils pourraient s'orienter, ou en tout cas qui attribue ce rôle, enfin la société à qui elle attribue ce rôle, si ce n'est aux médecins. Bon, ça, là aussi, on pourra en reparler, mais c'est quelque chose qui a été totalement oublié. Alors, je ne parle même pas, et je ne me permettrai pas de le faire d'ailleurs, parce que je ne suis pas psychiatre, de la santé mentale. Je ne parle pas du taux d'apparition de la dépression caractérisée ou de la décompensation d'un certain nombre de psychoses, parce que ce n'est pas mon domaine, mais là aussi je pense que ça va sans dire que chez des personnes qui sont déjà un peu fragiles, qui sont déjà passablement anxieuses ou même qui ont parfois des éléments paranoïaques ou autre chose,
eh bien, la situation, on peut l'imaginer, est extraordinairement délétère. Mais disons en tout cas qu'il y a un certain nombre de situations dans lesquelles le psychisme des patients, et le nôtre aussi d'ailleurs de temps en temps, est mis à rude épreuve. Alors l'anxiété, sans entrer forcément dans une pathologie psychiatrique, cette anxiété qui donne lieu à une augmentation de la médication, qui donne lieu à des troubles du sommeil, à une tristesse intense, à des pleurs en consultation, à une diminution très importante de la libido, ou à d'autres troubles encore. Tout ça, ce sont des éléments finalement qu'on va venir raconter à son médecin, parce qu'on n'a pas forcément grand monde à qui d'autre le raconter. Et ça aussi, ça occupe, je ne sais pas ce qu'en diront mes collègues, mais ça occupe un temps relativement important des consultations. Et pour ma part, en tout cas, je pense que cela rentre totalement dans les prérogatives du médecin. Toujours dans les éléments qui sont de l'ordre plutôt du psychisme, je dirais qu'il y a une émergence de deux types de comportements dans les cabinets de consultation qui m'interrogent et m'inquiètent. Le premier comportement, c'est une sensation d'injustice, de grande injustice pour les patients. Alors j'ai observé deux types de sensations d'injustice. Il y a une injustice par rapport à la recherche, c'est-à-dire on dit voilà, moi je suis malade d'une maladie de Parkinson, j'ai une sclérose en plaques, j'ai une sclérose latérale amyotrophique. Je suis à peu près convaincu que si on mobilisait tous les éléments de recherche qu'il y a aujourd'hui pour la Covid, eh bien en l'espace de 6 mois ce serait plié. Je vais vous dire la vérité, je ne sais pas trop quoi leur répondre parce que effectivement cette Covid qui devient extraordinairement éblouissante, qui comptabilise un peu plus un nombre de morts qui est conséquent, mais qui n'est pas non plus aussi important que le tabagisme ou que d'autres pathologies telles que le cancer. Je pense que le docteur Devedano en parlera aussi après. Alors, faut surtout pas rentrer dans une logique comptable des morts. Je pense que ça, c'est très, très, très important et c'est un élément de bioéthique qui va nous suivre tout au long du forum. Mais en tout cas, cette sensation d'injustice par rapport à la recherche, moi, je l'aperçois comme assez forte. Parce qu'effectivement, d'abord, les recherches s'arrêtent pour le reste, et deux, on se rend bien compte que c'est pas les mêmes, c'est un peu deux poids, deux mesures quand même. Autre sensation d'injustice, c'est vis-à-vis des médicaments. Alors, je vais vous donner un exemple précis. Il y a des médicaments pour la migraine qui devraient être sur le marché depuis au moins 2 ans. Ça fait au moins 2 ans que je fais temporiser mes patients en leur expliquant, oui, alors ça devrait arriver, mais ils sont en train de négocier le prix. Enfin, voilà, j'entends plus trop parler, mais ça va arriver parce que dans d'autres pays, c'est le cas. Et puis là, on se rend compte à quel point on a la possibilité d'accélérer certains processus. Là, on n'est même pas dans le cadre de la sécurité, on était juste sur des règlements très administratifs. Et là aussi, on se rend compte que quand c'est pour la Covid, on est capable d'aller très très vite, mais quand c'est pour des pathologies qui, entre guillemets, sont moins graves, telles que la migraine, mais vous le savez peut-être, la migraine est capable d'obérer la qualité de vie au même titre que des pathologies très très graves, voire mortelles. Donc c'est vrai que là aussi, il peut y avoir ce sentiment d'injustice. Et puis, peut-être mêlé à ce sentiment d'injustice, et ça fait quelques 2-3 semaines qu'on commence à l'observer, il y a une colère très très forte des patients qui ont l'impression qu'on leur vole leur vie, c'est-à-dire que quand on a une maladie chronique, qu'on n'est déjà pas capable de faire beaucoup de choses, quand en plus on nous contraint de rester à la maison, eh bien on a l'impression qu'on rajoute encore de la peine à la peine, et cette sensation de colère, moi j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de mal à la gérer, et elle ne vient pas uniquement d'un milieu radical, altermondialiste ou autre chose. C'est vraiment une colère qui touche tout un chacun à partir du moment où on a l'impression de ne pas forcément être écouté ou être entendu dans ce ciel-là. Je vais parler d'une dernière catégorie d'astres avant de reprendre un peu la parole. C'est finalement des étoiles dont la luminosité varie pendant cette nuit de la Covid. Les étoiles dont la luminosité varie, c'est ce que Maud nous racontait un peu avant, c'est-à-dire qu'il y a des pathologies qu'on voit passer sous le seuil du radar, et des pathologies qu'on voit aussi émerger du fait de la Covid. Alors, on a parlé des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus du myocarde. Donc là aussi,
il ne faut pas être trop simpliste, c'est nécessaire d'être nuancé dans le propos. Les raisons sont multiples. Bien évidemment, il y a des gens qui ne sont pas venus consulter, là où avant il y avait un petit signe clinique qui nous laissait penser que peut-être c'était un accident vasculaire cérébral. Alors parfois par excès on les hospitalisait, on faisait faire des IRM, on constate des anomalies. Bien sûr le diagnostic est fait plus précocement et c'est quand même mieux pour limiter les risques par la suite. Donc il y a des situations qui sont passées en dessous de la ligne de démarcation, tout simplement parce que les gens n'ont pas osé venir ni aux urgences ni en consultation. Ceci dit, d'après ce qu'on retrouve dans les services de neurologie notamment, mais je pense que c'est aussi un petit peu le cas en cardiologie, eh bien, il y a quand même eu une diminution de certaines pathologies. Et on a du mal à l'expliquer par les différents biais, c'est-à-dire les différentes filtres qui peuvent se mettre devant notre vision pour ne pas voir la réalité. On a l'impression qu'au-delà de tous ces biais qu'on pourrait soulever, il y a quand même eu un certain nombre de pathologies dont la fréquence a diminué, et je trouve que c'est pas inintéressant effectivement de se poser la question de savoir pourquoi. Alors, je dirais qu'il y a probablement deux raisons, il y en a probablement beaucoup d'autres, mais deux raisons que moi je visualise. Effectivement, ça nous montre quand même une fois de plus à quel point il y a une interaction, une intégration du psychisme et de la sphère psychologique avec la santé de l'individu. Ça, c'est des choses qui sont déjà connues, hein. Je veux dire, pour la plupart des maladies auto-immunes, par exemple, on sait qu'il y a un impact de la situation psychique et donc de la vie de l'individu sur l'évolution d'une maladie. Alors, je m'explique. Par exemple, pour la sclérose en plaques, c'est noté dans tous les manuels que voilà, il y a une influence de certains traumatismes. Alors, ce qui est plus difficile à faire comprendre aux patients, c'est que parfois il y a des traumatismes. Par exemple, on sait que, si je dis pas de bêtises, pendant les guerres, dans les bunkers, les choses comme ça, il y avait plutôt moins de poussée de la sclérose en plaques. C'est-à-dire qu'il y a certaines circonstances dans lesquelles on est capable, bien évidemment de manière tout à fait inconsciente, d'avoir une action, mais qu'elle soit favorable ou défavorable. Et à la limite, je dirais que c'est pas forcément le plus important parce que ça peut être favorable chez l'un et défavorable chez l'autre, mais en tout cas ne pas nier l'existence d'une interaction forte du psychisme avec le développement de certaines maladies. Mais il y a un autre élément qui me semble également important, qui probablement est très intriqué avec celui-là, c'est que la Covid a bouleversé nos activités, notre vie quotidienne. Et dans la vie quotidienne, il y a quelque chose que moi j'observe régulièrement, c'est l'activité professionnelle. L'activité professionnelle, il y a des gens qui effectivement se sentent déprimés de ne plus être au contact avec certaines personnes, mais il y a toute une catégorie de patients qui observent également une grande amélioration de leur état. Parfois, moi je pense notamment à certains syndromes douloureux chroniques. Dans certaines situations, on se rend compte que même s'ils adorent leur boulot, il y a parfois un stress professionnel qui est capable de pouvoir donner lieu à des manifestations cliniques qui peuvent être très invalidantes. Donc voilà, il y a probablement dans le cadre de la Covid des étoiles, en tout cas des situations dans lesquelles soit il peut y avoir une exacerbation des symptômes, soit il y avoir une amélioration des symptômes, et on n'en tire pas forcément de conséquences autres que de dire c'est important de prendre en considération le patient dans son entièreté et pas uniquement par les paramètres qu'on est capable d'observer cliniquement ou avec des examens paracliniques. Oui, moi je souhaitais, sur le plan du cancer, entendre Alain Toledano sur les effets de la pandémie de Covid sur le dépistage et également sur la prise en charge des patients cancéreux. J'ai entendu l'INCa sortir des chiffres que tu as dû entendre également de surcroît ou de surplus de décès liés aux pathologies cancéreuses non détectées, se chiffrant par plusieurs milliers. Et donc, je voudrais avoir ton sentiment sur cancer et Covid. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire place au débat. On commence maintenant le débat. Alain Toledano, on vous cède la parole.
Merci. Donc on sait maintenant que 40% des cancers sont évitables si on arrive à jouer sur l'alcool, le tabac, le surpoids, la sédentarité. Donc ça veut dire que sur 450 000 nouveaux cas de cancer par an, on pourrait en éviter 140 000. Je voudrais citer une publication du Lancet récemment qui montrait qu'après la crise de 2008, on avait eu un surcroît de cancer de 500 000 et 260 000 en Europe. Et on pense que la crise du Covid est plus complexe que la crise de 2008. Donc on sait qu'on va avoir un surcroît de cancer plus tard. Et ces facteurs de risque du cancer, c'est les mêmes qu'en termes cardiovasculaires. Donc il faut penser la chose du Covid de façon plus globale et dans la durée avec ce stress, ces surpoids, ces addictions tabac-alcool, les gens qui ne font pas de sport parce que les salles de sport sont fermées. De façon factuelle, sur l'année écoulée, évidemment, on a vu arriver beaucoup de gens avec des cancers à un stade plus tardif. Et tout le monde sait que diagnostiquer un cancer à un stade précoce, c'est mieux. Donc on a des situations humaines complexes à gérer, puisqu'on a beaucoup de cas de cancer tardif, de gens qui n'ont pas été vers les dépistages, qui ont considéré que leur santé, la surveillance, cette consultation de surveillance était secondaire. Et moi j'ai beaucoup aimé l'échange entre mes deux collègues, et Aurélien qui disait, je ne suis pas forcément d'accord, mais amicalement, sur l'importance de ces consultations. Aujourd'hui, on prend une tension artérielle pour traiter un risque cardiovasculaire. Et donc, on a tout un tas de consultations qui sont très biométriques, orientées vers la maladie. Mais moi, dans ma pratique quotidienne, quand je surveille quelqu'un, une femme qui vient me voir avec une mammographie, la Solidarité nationale a déjà dépensé de l'argent pour rembourser le radiologue et l'algorithme qui a lu la mammographie. Quand un homme vient me voir avec un dosage du PSA, la Solidarité nationale a déjà donné de l'argent aux biologistes pour ce PSA, et on sait que le PSA est normal. Alors c'est quoi l'intérêt de nos consultations finalement ? Pourquoi on va rembourser une consultation de cancérologie ? C'est parce qu'en fait, on ne traite pas que le risque, on traite cette perception, on traite la peur. Notre travail aujourd'hui, c'est de prendre en charge des sentiments et des émotions qui sont plus aiguës. Et moi, j'étais content qu'Aurélien dise la colère, la peine dans son discours. C'est pas du tout négatif tout ça. Finalement, on a un travail sentimental à faire. C'est quoi notre métier de médecin aujourd'hui ? Est-ce que notre métier de médecin, c'est de traiter des pathologies ? Auquel cas, on pourra faire un compte pathologique, on a eu plus d'infarctus, moins d'infarctus, et dire que si ça a été délétère. Non, on a emprisonné les gens dans de la peur. La médecine, c'est aussi l'art de préserver la santé. C'est pas uniquement qu'un traitement de pathologie. Donc ce qu'on est en train de dire finalement, c'est que le Covid doit nous servir à passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et donc si on ne prend pas les bons indicateurs, si nos indicateurs c'est le nombre de tel ou tel événement pathologique, et qu'on ne regarde pas finalement qu'on a une population effrayée, avec une santé mentale dégradée, alors on se trompe. Et le cancer qui symbolise aussi la fragilité, comme les maladies cardiovasculaires, la démence, etc., toutes ces pathologies chroniques, on est aussi un bon modèle pour montrer finalement qu'on a dégradé complètement l'état d'esprit. On a des patients apeurés qui sont chez eux, qui ont des projets de mort, alors qu'avant ils avaient des projets de vie. Et ça, je pense que c'est important. Et comme on est aujourd'hui au forum bioéthique, cette conception éthique qu'on a dégradée, c'est aussi important. Autrefois, on disait que, on en a parlé souvent ensemble, l'éthique d'autrui, de Lévinas. Finalement, on a un devoir vis-à-vis de l'autre fragile. Donc l'autre était censé nous sauver de nous-mêmes. Vous savez, quand on tourne en rond autour de soi-même, la gloire, l'argent, la reconnaissance, le travail, c'est l'autre qui nous sauve. Mais aujourd'hui, l'autre, c'est devenu le contaminant potentiel. L'autre, il est potentiellement infecté, on doit s'en méfier. Donc on voit qu'il y a des conduites isolationnistes, xénophobes, un repli sur soi. On a changé notre manière de vivre. Donc la santé mentale et la santé sociale sont en berne. Notre travail en médecine, c'est pas de compter uniquement la pathologie. Donc oui, en cancérologie, quand je m'exprimerai auprès de notre ARS vis-à-vis des cancers, on a des cas plus graves, moins de dépistage, et on va avoir l'explosion des cancers. Ça, c'est pour bientôt. Vous savez qu'on a une belle étude INSERM aussi, qui montrait que chez les populations de chômeurs, on a une mortalité multipliée par 3 par rapport aux non-chômeurs. Alors les économistes nous ont dit qu'il allait y avoir 800 000 chômeurs de plus. Je pense qu'on va pouvoir en compter beaucoup plus. Donc on sait qu'on va avoir une surmortalité, mais pas due au Covid, qui est une maladie aiguë, due aux séquelles du Covid. Et je voudrais en appeler à la responsabilité qu'on a en tant que soignants et dans l'organisation de nos systèmes de soins.
Moi, je rêverais de travailler tous les jours avec des maladies qui guérissent à 99%. C'est mon rêve. Je pense qu'à cause, il nous fallait connaître, premier confinement, la maladie aiguë, pour l'appréhender. Mais c'est une maladie aiguë, il va falloir qu'on sache la traiter, mais il ne faut pas qu'on en fasse une maladie chronique du système de santé. Il va falloir qu'on réaxe notre système de santé, qui doit être un système de santé globale, préservant. On a 40%, on l'a dit, des cancers évitables, mais on n'a que 3% des budgets qui vont vers la prévention. Si nous-mêmes, acteurs de la santé, on ne se met pas à penser la santé de nos patients autrement qu'à travers des chiffres, des paramètres, eh bien alors à ce moment-là, la société va décliner, on aura des pathologies secondaires, une consommation qui va décliner, des suicides, du chômage, etc. Donc moi je crois qu'on a une formidable occasion aujourd'hui de rappeler l'importance d'une santé globale. Et quand on voit un Ségur de la santé où finalement médiatiquement on est passé à côté parce qu'on a matérialisé le fait que tout le Ségur de la santé, la grande réforme, c'était 160 € de salaire en plus pour les brancardiers. Alors qu'on doit repenser la santé globale, qui coûte 250 milliards d'euros en France, plus de 11% de notre PIB, où il faut culturellement la réaxer vers l'individu, on est venu encore une fois médiatiquement, sans contre-pouvoir, mettre de côté finalement cette réforme qu'on appelle de nos voeux. Donc à nous, acteurs de la santé, du cancer, des pathologies cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives, réaxer nos missions, mettre l'individu au centre, savoir quels sont les bons indicateurs, et puis traiter sentimentalement cette population apeurée, en donnant des perspectives, en faisant de l'éducation sanitaire avec les mesures barrières, en arrivant à relativiser. Voilà à peu près la réponse, mais je suis ouvert au débat. Je vous remercie. Alors, moi, j'ai une question sur la prise en charge globale que vous prenez, et vous avez cela en commun avec Aurélien Benwalid, de vous intéresser à cette prise en charge de l'individu plus que de la pathologie. Et vous l'avez théorisé de manière passionnante, notamment l'année dernière dans notre forum. Et vous l'avez concrétisé en créant des outils, tout comme Aurélien Benwalid à Strasbourg. Vous essayez de créer une nouvelle médecine, ou en tout cas de prôner, peut-être plus que de créer une nouvelle médecine. Alors ma question c'est, si on voit que les pathologies les plus graves, telles que le cancer, sont aujourd'hui moins prises en charge ou moins bien prises en charge en termes pharmacologiques, en tout cas dans la médecine traditionnelle, alors qu'en est-il de cette prise en charge globale que vous essayez de faire émerger? Est-ce que ça ralentit ce processus? Est-ce que ce luxe, entre guillemets, puisque ça ne devrait pas en être un, mais finalement cette cerise sur le gâteau dans le système de santé qui est déjà quand même très avancé en France, mais est-ce que vous pensez que ça va freiner cette démarche? Merci de cette question. Finalement, qu'est-ce qui a été rompu? C'est le lien qui a été rompu. Et le lien, c'est la première chose qui va nous permettre de donner la grande qualité d'un système de santé qui est le temps aux patients. Donc on a été à l'urgence et on a fait beaucoup de renoncements. Et dans le renoncement, finalement, il y a plusieurs manières de renoncer. Il y a un renoncement qui est stratégique, intelligent, temporaire. On renonce à ouvrir les portes d'un service pour éviter qu'il y ait plus de contaminants et travailler tranquillement, c'est pour une meilleure santé demain. Mais il y a un renoncement qui est une espèce d'abandon. On a abandonné finalement des patients, on s'est résigné. Donc cette mauvaise façon de se résigner à ne pas prendre en charge globalement par la peur qui s'est installée autour du Covid, à mon avis, les patients l'ont ressenti. Il y a des patients qui se sont auto-confinés. Même après le déconfinement, ils sont restés confinés chez eux. Donc on a effectivement dans les consultations énormément de gens qui viennent pas d'abord, ou qui viennent et qui sont dépressifs, qui sortent plus de chez eux, qui ont pris 10 kilos, qui ne se traitent plus, etc. Donc cette prise en charge globale, non seulement elle était fondamentale, mais elle l'est encore. Mais là, effectivement, on a un coup de frein, comme si on avait dû prioriser, hiérarchiser nos actions. Et aujourd'hui, la hiérarchie, on l'a mise sur l'épisode aigu de quelqu'un qui ne doit pas venir infecter. Et on a laissé de côté tout un tas de gens qui ont cette espèce de souffrance chronique, qui sont en train de se désocialiser. Et c'est pour ça que témoigner et appeler à une santé globale, justement maintenant, quand le Covid, finalement, a fait plus de malades,
par la perception qu'on en a, parce qu'on allume les chaînes de télévision en information continue, que de malades eux-mêmes. Donc on est tous malades du Covid, même sans l'avoir attrapé pour la plupart d'entre nous. Et c'est ça qu'on doit soigner aujourd'hui. Je crois qu'Aurélien Benwalid voudrait interagir aussi sur cette question. Oui, je crois que c'est aussi le moment de pousser un peu un coup de gueule. Hein. Je veux dire, on est quand même dans une situation qui est tragique pour ces patients-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme de reconnaissance de la prise en charge totale, intégrative d'un patient. Alors, ça passe par des choses très concrètes. Hein. Il n'y a aucune... Tu peux nous redéfinir peut-être la prise en charge intégrative ? La prise en charge intégrative, c'est de prendre en charge le patient, pas seulement comme un vétérinaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tous le devoir d'être d'excellents vétérinaires, c'est-à-dire qu'on nous reprochera toujours de ne pas avoir exercé la médecine vétérinaire comme il se doit. Mais c'est, à mon avis, un bon quart de la médecine. Donc c'est très bien, hein, mais si on se satisfait d'une médecine à 25%, ben, c'est un choix de société. Mais me semble-t-il, ça n'est pas le cas. Donc prendre en charge l'individu de manière globale, ça veut dire ne pas le considérer seulement comme un animal, mais comme un animal un peu particulier, à qui il faut des soins un peu particuliers. Alors par exemple, quand je vois que, parce que les plus jeunes, et peut-être qu'on en reviendra plus tard, sont en grande difficulté, et ô combien je peux les comprendre, voilà, qu'est-ce qu'on développe ? Alors attention les oreilles, on développe des chèques psycho. Alors le chèque psycho, ça veut dire, ah, là, quand même, hein, on n'est quand même pas content, alors on va quand même faire en sorte que vous puissiez aller voir le psychologue sans avoir à le payer de votre poche. Mais vous imaginez ce que ça veut dire ? Le chèque psycho, ça veut dire, voilà, là c'est autorisé, mais le reste du temps, on a bien conscience que ça sert à rien, parce que sinon on le rembourserait, enfin je veux dire, évidemment, tout comme favoriser l'activité physique, tout comme, enfin, tout ce qui va faire de la santé d'un individu. Non, là on est dans une situation où on va développer des enveloppes exceptionnelles sous prétexte que ça agite un petit peu la société. Alors on va dire, bon là on va vous faire des chèques psycho, parce que là vous allez pouvoir aller voir le psychologue avec ça, mais attention, un chèque ça a une durée de validité, voilà, une fois que c'est terminé, on arrêtera les chèques, parce qu'il ne faut pas exagérer, parce qu'au fond ça sert quand même vraiment à rien les gars. Donc c'est pas la peine de vous exciter à aller voir les psychologues. Laissez tomber, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Alors vous allez voir quoi ? On va voir le psychiatre qui parfois prescrit des médicaments. C'est très bien. Ça, dans certains cas, ils font de la psychothérapie, mais c'est pas le même travail. Donc je tiens juste à dire que ça met en avant cette situation qui, effectivement, une situation qui est pas tenable. Hein. Les patients sont totalement perdus. Alors que ça fait quoi un patient qui est perdu ? Ça va chercher des solutions. Et ça va les chercher où ? Ça va les chercher là où on les propose. Et là, on les propose, je pense qu'un Toledano pourrait en parler aussi, les gens sont amenés à débourser de leur poche une somme considérable avec une efficacité et des risques qui sont pas toujours, et une déontologie qui n'est pas toujours au rendez-vous, pour aller chercher des solutions ailleurs, alors qu'en réalité, ça devrait tomber sous le sens que prendre en charge un patient, c'est bien évidemment le prendre en charge sur le versant de son corps. Ça, c'est un fait établi. Personne ne doit pouvoir le remettre en question. On ne peut pas prescrire un médicament si on n'a pas une certitude absolue que ce médicament, 1, n'est pas dangereux et 2, a fait ses preuves scientifiques sur une étude randomisée, double aveugle, méthodologiquement imprenable. Mais ça n'est pas tout de la médecine. Et c'est pour ça que quand on parle des consultations essentielles ou non essentielles, je vais vous dire la vérité, pendant le premier confinement, j'allais travailler, je fonctionnais plutôt par demi-journée, mais honnêtement, j'étais là pour voir les urgences, mais si je voyais 5 urgences ou 10 urgences sur 3 semaines, un mois, c'était le grand maximum. Et le reste, les patients, je les avais au téléphone. Hein. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, mon travail, je pourrais ne travailler que 5 jours par semaine. Et encore, c'est 5 patients par semaine, c'est-à-dire une demi-journée par semaine. Je crois pas. Je crois que le rôle du médecin, et ce sont les patients qui nous le disent, hein, et qui nous le font comprendre, parce qu'ils viennent en consultation et ils sont contents et ça leur fait du bien de venir en consultation, mais ils viennent pas uniquement lorsque c'est essentiel. Les consultations essentielles, je tiens à le dire, c'est rarement essentiel. Enfin, je veux dire, quand on va voir le médecin, c'est pour renouveler le traitement. On peut aussi l'envoyer par mail. Quand il y a une pathologie aiguë, oui, bien évidemment. Là, on a un rôle où il faut pas passer à côté parce que ce serait tout à fait injustifié. Mais moi, je me suis vraiment posé la question. Pendant les premiers jours, je me suis dit, en fait, je pourrais réduire mon activité. Moi, je passerais plus de temps à la maison, voir les enfants. Ça peut être intéressant, mais finalement, les consultations essentielles, très honnêtement, en tant que neurologue, j'imagine que les médecins généralistes, il faut faire aussi, il y a les enfants, il y a beaucoup de situations, mais en tant que neurologue, les situations d'urgence qui nécessitent de manière absolue une consultation physique sur place, sans passer par de la téléconsultation,
elles sont assez rares. Quand un patient épileptique vient, il dit il y a eu un peu plus de crises ces derniers temps. Finalement, on n'a même pas besoin de voir la personne en live. Elle peut venir, ça peut se faire par téléphone. Alors finalement, pourquoi continuer à consulter ? Je me suis rendu compte effectivement que notre rôle n'était pas uniquement d'adapter les médicaments ou de prendre en charge une modification d'un paramètre biométrique par exemple, mais qu'effectivement le rôle du médecin, on revient peut-être à des fondamentaux ou à quelque chose qui est plus ancré dans la culture populaire, mais le médecin il a aussi un rôle d'écoute, et puis parfois même le médecin il n'a aucun rôle, mais simplement le patient il a besoin de venir voir le médecin parce que c'est important qu'il puisse parler de ces choses-là à quelqu'un qui a peut-être une oreille un peu formée. Enfin voilà, je profitais juste un petit peu de cet instant pour faire un petit coup de gueule. Excusez-moi si j'ai pris un peu trop de temps, je vous laisse. Catherine Rongière sur le même sujet. Oui, je voulais juste dire que c'est pas une nouveauté en fait. Je pense que voilà, on sait tous que les médecins sont là pour aussi. Parfois, je vois des patients, je sais pas pourquoi ils sont venus, mais visiblement ils avaient besoin de me voir. Il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de complications. Il y a un suivi qui se fait sans problème. Donc, je pense que cette situation, elle existe depuis toujours, et j'ose espérer que tous nos confrères le savent. Enfin, voilà. Par contre, je dirais que la téléconsultation et la consultation par téléphone, dans la première partie de crise, en tout cas, ça a rassuré les patients, ça a permis quand même aux patients de garder le contact. Finalement, ils auraient pu attendre un peu, mais finalement, ils ont profité de l'offre qu'on leur faisait de pouvoir les avoir par téléphone pour pouvoir discuter, poser des questions aussi, parce qu'ils étaient inquiets. Donc je pense que ça, on a quand même réussi à le faire de façon correcte. Et puis je pense qu'il faut quand même séparer les deux situations. Il y a eu le premier confinement où je dirais on était tous un peu perdus, sidérés, on a pris des décisions parfois un peu à l'emporte-pièce qui ont mis à mal des situations des patients et des patientes, en tout cas pour ce qui me concerne. Et puis j'ai l'impression que les médecins, là pour le deuxième confinement, ils ont tenu bon, c'est-à-dire que il était hors de question d'arrêter les prises en charge, il était hors de question de recommencer comme la première fois. On tiendrait le coup, certes, on avait les gestes barrières, on s'était adapté, on connaissait des choses et on savait un peu mieux maîtriser la situation, mais on a pu dire, moi j'ai dit, je ne fermerai pas le service, sauf si on a besoin de ressources humaines, c'est-à-dire si les équipes étaient obligées de partir ailleurs, mais en dehors de ça, on continuera la prise en charge quoi qu'il en coûte. Et on l'a fait, et finalement, tout s'est très très bien passé. Je parle aussi, on parle des jeunes, je pense qu'il faut... On parlait des maladies, les jeunes, ils ne sont pas malades, ils sont dans une situation, je dirais, difficile à vivre. Mais il n'y a pas que les jeunes, hein. Les moins jeunes et les plus vieux aussi. Hein. On est tous dans une situation difficile. Aujourd'hui, la colère, elle vient aussi du fait que c'est très long, c'est très difficile, et l'arrêt de la vie sociale est difficilement supportable. Donc il y a un moment donné où je pense que peut-être un jour, je me pose la question d'une désobéissance de la population et générale par ces interdits qui commencent à devenir très difficilement supportables, où effectivement arrêter de vivre, arrêter de vivre pour éviter de mourir commence à devenir très complexe dans le quotidien. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi essayer de voir la situation psychique des patients et des citoyens en fait, hein, quels qu'ils soient, jeunes et moins jeunes, et puis les pathologies qui évidemment se construisent avec un psychisme qui peut être plus ou moins important et influent. Je redonne la parole à Alain Toledano. Oui, je voulais simplement témoigner d'une très grande difficulté que j'ai vécue et je partage avec mes collègues. La semaine du 20 mars, je reçois une jeune femme de 32 ans qui est enceinte de 2 mois, en consultation de cancérologie. Donc elle arrive avec un masque FFP2. Son époux est dans la voiture, donc il n'est pas rentré dans la clinique. Et c'est une femme qui est 13e d'une fratrie de 13 personnes, qui est très unie. Et donc elle n'a pas vu sa mère, elle n'en a pas parlé, et elle vient me voir avec un cancer du sein. Et donc elle avait les larmes aux yeux derrière son masque FFP2. Elle partage finalement cette consultation avec personne. Moi, je suis en face d'elle avec mon masque aussi. Et on sait bien qu'on a 3000 expressions de visage qui sont amputées par ce déguisement. Mais bon, c'était indispensable pour le moment. Et donc, je lui fais un bilan d'extension de cancer du sein. Je lui parle tant bien que mal et elle a une métastase.
Et donc, je fais une consultation tout seul, sans les psychologues, sans toute l'équipe avec qui je travaille habituellement. Et finalement, je suis en train de lui dire qu'il va falloir enlever le bébé pour faire de la chimiothérapie, pour espérer enlever le sein. Et habituellement, on s'interdit, nous, de faire diagnostic et de passer à l'acte sans que les gens ne passent une demi-journée entière, que la famille, les proches soient pris en charge par l'équipe et la personne ne soit pris en charge par l'équipe, psychologue, qu'on laisse les gens se déverser, etc. Donc on est redevenu en médecine, en cancérologie de guerre. Donc cette femme, le lendemain, elle va au bloc opératoire en pleurant, à l'abattoir, pour se faire enlever son bébé. Elle part en chimiothérapie toute seule, sans être accompagnée de personne. Et donc, elle a eu une prise en charge qui, pour moi, est une cancérologie passée, qui se fait encore ailleurs. Et finalement, c'est le système qu'on a mis en place. C'est le système pour tous qu'on a mis en place. Et on a vécu ça de façon atroce et tout seul. C'est un témoignage, en fait, qui m'a personnellement touché. Je la suis encore, cette femme. Donc là, maintenant, on est à 9 mois, 1 an. Elle n'a pas son bébé, elle s'est résignée. Elle n'a plus son sein, etc. Elle peut parler enfin à sa mère. Mais enfin, c'est encore une fois pas la mission de notre système de santé que de pérenniser cette manière de travailler. Et comme Aurélien l'a dit, il va falloir à un moment qu'on se dise, on redéfinisse nos missions. On ne doit pas construire encore une fois un système autour de la maladie, mais il va falloir qu'on rentre un peu plus dans le détail et à plusieurs. Et nos autorités ont émis l'idée, il y a eu un journal officiel il y a 2 semaines, d'un remboursement forfaitaire, psychologie, nutrition, activité physique. Alors les ARS sont en charge de le déployer cette année. Certes, ce n'est pas des sommes astronomiques, mais on va dans le bon sens. Et donc je pense que nos discours à tous, qui sont convergents, vont pénétrer notre société et nos tutelles. Quelqu'un a dit « on est en guerre ». Et ça me fait penser au bilan des guerres. Il y a un bilan qui est toujours fait, combien il y a eu de morts, et un bilan qui est jamais fait, combien il y a eu de traumatismes psychiques, de personnes qui ne s'en sont jamais remises, etc. En médecine, on a aussi cette dichotomie. Il y a la médecine du patient, le médecin face à son patient qui va essayer de faire en sorte de l'aider au mieux, médecine qui a été très fortement obérée par la disette liée à la pandémie. Et il y a la santé publique. On ne peut pas exercer la médecine face aux patients avec une casquette de santé publique. La casquette santé publique, c'est képi derrière. La casquette de médecin face à son patient, c'est képi devant. Et on ne peut pas avoir le képi devant et le képi derrière en même temps. Ce sont 2 analyses totalement différentes et opposées. Sur quel type de données repose le décideur, c'est-à-dire le politique, sur les 2e types de données, c'est-à-dire les données de santé publique. Le décideur politique, c'est-à-dire le donneur d'argent, l'organisateur, en tout cas c'est comme ça qu'il se sent et qu'il se vit, a un agenda qui est souvent sa réélection. Et cet agenda, il ne va pas porter sur une évaluation qualitative de la santé des gens, parce que personne n'est capable de faire cette évaluation qualitative. Il va porter ses arguments et sa manière de défendre son bilan sur les données de santé publique, c'est-à-dire les données guerrières. Et ceci, de mon point de vue, c'est pour ça que quand tu critiques le Grenelle, c'est typiquement, ou le Ségur de la santé, c'est typiquement la réaction de politiques qui ont un agenda très précis, mais qui est un agenda politique qui table sur des chiffres très objectifs pour arbitrer les futures campagnes électorales, et pas du tout la qualité des soins qui, elle, ne se voit pas trop et surtout ne se mesure pas. Je pense que, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un peu une confusion entre les éléments de santé publique que tout le monde voit, et même on nous les montre à la télé tous les soirs, et combien de morts et combien de mains, et les éléments de médecine factuelle sur lesquels porte cette table ronde, qui sont des éléments de santé et que malheureusement nous ne savons pas mesurer correctement. Florian Zorès.
Ouais, alors je suis assez d'accord. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'égare dans une comparaison entre deux échelles différentes. Oui, la pandémie a posé un problème sur la prise en charge des patients. Et oui, il faut évidemment réfléchir à la prise en charge globale des patients, je vais y revenir. La réalité est quand même celle d'une pathologie, d'un virus qui est capable en quelques jours, quelques semaines, de totalement dépasser nos capacités de soins, quand bien même on n'aurait pas diminué le nombre de lits et que sais-je, on ne peut pas adapter un système de soins à une épidémie centenale, c'est pas possible. Donc, évidemment, il a fallu faire des choix, on peut le regretter, on peut dire qu'on aurait pu faire autrement. Une fois que les choses sont passées, c'est toujours très facile. On peut toujours, c'est comme dire, il faut annuler les opérations non urgentes, c'est très facile, mais une opération non urgente, on le sait qu'a posteriori, parce que si le patient a fait un problème, finalement, elle était urgente, cette opération, mais on ne le savait pas. Donc, ce qui a été fait, on peut discuter des moyens, on peut discuter des problèmes du confinement, du non-confinement, de ce qui a été fait ou pas été fait, mais la certitude, c'est que on a un épisode épidémique gravissime qui va avoir des répercussions au-delà de la médecine d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que pour qu'il y ait pas que la population en souffle le moins possible en termes de chiffres bruts, il faut qu'il y ait des soignants, il faut qu'il y ait des lits, il faut qu'il y ait des hôpitaux disponibles. Et pour ça, on est obligé de faire des choix. Et là, c'est le politique qui choisit. Nous, en tant que médecins, scientifiques, on est là pour donner des éléments, mais le politique doit choisir. Après, pour ce qui est de l'échelon plus individuel, alors oui, évidemment, le patient, c'est pas qu'un cœur. Et je suis le premier à le dire en consultation. On soigne des patients et pas un organe. Et il est évident que on aura, comme en cancérologie, une explosion des pathologies cardiovasculaires parce que les gens ont arrêté de faire de l'activité physique, même si un certain nombre en ont profité du confinement et des autorisations de sortie pour faire du jogging, pour se mettre à l'activité physique. Mais il y a eu des problèmes d'alimentation, de consommation d'alcool, de diminution de l'activité physique, de prise de poids, etc., qui font le lit de l'insulinorésistance, qui vont faire le lit des problèmes cardiovasculaires dans les mois et les années qui viennent. Et donc on aura probablement des problèmes de pathologie cardiovasculaire qui vont augmenter, mais c'est beaucoup trop tôt pour avoir une idée de ces chiffres-là. Et du coup, on doit prendre ces patients en charge en essayant de revenir en arrière sur ces éléments-là, c'est-à-dire promouvoir l'activité physique, promouvoir l'éducation du patient, promouvoir la prise en charge psychologique, etc. Et force est de constater que notre système de santé sur ces éléments-là est déficient en termes de prise en charge, notamment financière, d'offres de soins, etc. C'est des choses sur lesquelles on essaye d'avancer avec Aurélien à Strasbourg et dans plein d'autres endroits aussi. Et ça, c'est la partie non pharmacologique et c'est fondamental pour la prise en charge des patients. Après, je reviens sur ce que je disais dans mon introduction liminaire sur le trop de consultations. Je crois qu'il ne faut pas confondre le besoin du patient et le besoin qu'on crée chez le patient. C'est-à-dire que le patient a besoin de voir le médecin parce qu'il est en demande de quelque chose et on a vu, en tout cas moi en cardiologie, j'ai vu beaucoup plus de pathologies fonctionnelles ces derniers temps parce que le stress, parce que tout un tas de choses, des palpitations, des malaises, etc. Donc le patient consulte son médecin généraliste, son cardiologue, son neurologue, son spécialiste, que sais-je, parce qu'il a une demande. Et le fait que nous, spécialistes, en tout cas en cardiologie, on a cette habitude de créer le besoin en disant au patient, vous revenez dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, pour contrôler et pour voir. Le check-up, l'épreuve d'effort annuelle, l'échographie annuelle, dans tout un tas de pathologies cardiovasculaires, dont on sait, données médicales publiées à l'appui, que ça ne change rien au pronostic du patient. Alors après, on peut le voir pour l'écouter, mais est-ce que dans un système de santé où le nombre de médecins est limité, est-ce que c'est le rôle du cardiologue de voir le patient tous les 3 mois, 6 mois, 1 an pour l'écouter? Peut-être, mais je veux bien faire ça. Mais à ce moment-là, je coupe d'autres patients qui ont besoin de mon expertise parce qu'on est en nombre limité. Alors j'ai pas la réponse, ça demande des réflexions plus globales et c'est pas forcément à moi de donner cette réponse-là. Mon propos est de dire que on a justement rendu technique, biométrique le suivi des patients en disant venez me voir dans 6 mois ou dans 1 an pour que je vérifie votre pression artérielle. Ça ne sert à rien. Ce qui sert à quelque chose. Par contre, vous venez, et c'est ce que je leur dis, si vous avez besoin que je vous vois, si vous pensez qu'il y a besoin, alors vous venez. Mais c'est pas moi qui crée le besoin, c'est vous qui créez la demande. Voilà.
Oui, je voudrais redonner la parole à Aurélien, et pendant que tu l'as, est-ce que tu pourrais aussi éventuellement nous parler un petit peu du Covid long, puisqu'on entend cette expression régulièrement, et j'aimerais savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça recouvre un élément aussi psychosomatique? Alors merci, je voulais juste revenir sur ce que disait Florian. Je suis tout à fait d'accord avec lui et merci de tempérer aussi un peu, de nuancer le propos. On vit une épidémie qui est effectivement gravissime et on mesure pas forcément encore toutes les conséquences. Toutes les conséquences que cela va occasionner. Je pense qu'elle a été traitée, comme ce que disait Alain Toledano, on a tous des histoires qui sont tristes à pleurer liées à cette pandémie. Je pense que c'est pas forcément, je vais pas en rajouter encore une couche supplémentaire, mais effectivement des situations terribles, les patients les ont vécues et nous les ont racontées. Et on a géré, et le gouvernement a géré comme il pouvait, bon gré mal gré. Est-ce que le terme de situation de guerre est approprié ou pas, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je pense que moi j'ai rien à redire sur ce qui a été fait. Par contre, je m'inquiète un petit peu pour la suite, parce que je me demande quel bilan on va faire de cet épisode. Et je m'explique. En médecine, il y a quelque chose de très 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 important qu'on appelle la balance entre les bénéfices et les risques. Et c'est normalement ce qui est censé guider la plupart de nos actes de soins, c'est de dire, ben voilà, est-ce que le bénéfice l'emporte sur le risque? Moi, ce qui m'inquiète un petit peu quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de risques qui soient passés sous silence. Israël Nizam posait la question avant de quels sont les moyens d'objectiver ces choses-là pour effectivement m'intéresser à deux types de pathologies dans mon activité professionnelle qui sont les syndromes douloureux chroniques et les maladies ou les troubles psychosomatiques. Je suis pas trop mal placé pour vous dire qu'il y a très 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 peu de moyens d'évaluer. Et en fait, quand on n'a pas de moyens d'évaluer, le problème, c'est que ce qui n'est pas évaluable n'est pas intégré dans un raisonnement, et en tout cas difficilement intégrable dans un raisonnement scientifique. Et alors, je ne parle même pas du raisonnement politique qui se situe encore à un niveau de contraste encore très différent. Donc, moi, mon inquiétude, c'est quand même de dire, bien évidemment, là, on a géré les choses et je pense que je referai pas différemment sans avoir les informations. On a fait ce qu'on pensait être le plus adapté, et le confinement on savait pas, et là maintenant on connaît un peu plus les choses, donc on adapte un peu notre stratégie. Mais par contre, ce qui va être vraiment important, c'est de réinventer la suite et de pas se tromper s'il doit y avoir d'autres mesures de confinement, d'arriver à prendre en considération même ce qui est difficilement chiffrable. Et ça c'est vraiment quelque chose de pas simple du tout. J'aimerais pas non plus être à la place des politiques, du conseil scientifique qui va essayer de faire cette cuisine-là, mais c'est peut-être aussi la place du forum de poser ces questions-là, de dire, ben voilà, dans la balance bénéfice-risque, il faut prendre en considération tous les aspects dont on vient de parler, et pas uniquement l'aspect comptable de la saturation des lits hospitaliers. Comment savoir, dans un an, dans 2 ans, est-ce qu'on arrivera à faire le compte, à dire, ben voilà, finalement, le désordre et la souffrance occasionnée par la saturation des lits de réanimation, elle est plus importante que 60% des patients parkinsoniens qui se sont aggravés. Je ne sais pas qui va pouvoir juger ça, mais il ne faut pas qu'on l'oublie non plus tout à fait, parce que sinon on risque d'avoir un raisonnement qui va être obéré et de ne pas avoir une bonne balance entre les bénéfices et les risques. Donc ça, c'est quelque chose qui doit se réinventer à partir d'aujourd'hui, demain, qu'on doit pouvoir en discuter pour essayer de faire peser un peu la balance aussi dans le sens du patient. Je reviens aussi sur la question des formes Covid longues. Alors c'est une question qui est très difficile. D'abord, est-ce que ça existe? Oui, ça existe, évidemment. Il y a des patients qui ont des formes Covid prolongées, c'est-à-dire, et moi j'en vois au moins un par demi-journée de consultation, des gens qui ont une altération complète de la qualité de vie, parfois de l'autonomie, de la capacité à avoir une activité physique, dans les suites de la pathologie du Covid. C'est un sujet qui est très épineux pour 2 raisons. Première raison, c'est que on connaît pas tout encore de l'infection à la Covid. On sait qu'il y a une implication avec le système nerveux central. On sait qu'il y a des complications cardiaques, cardiovasculaires et pneumologiques qu'on peut parfois découvrir un peu au hasard. Peut-être que Florian pourra en parler, mais qui ont des répercussions sur la capacité respiratoire, sur la dyspnée, c'est-à-dire les difficultés respiratoires prolongées que les patients peuvent avoir.
Donc premièrement, on ne connaît pas tout, mais on a certaines pistes. Et deuxièmement, on est quand même face à une pathologie qui est très particulière. Je m'explique. Dans ce qui est décrit classiquement de la Covid, des formes longues de la Covid, il y a 3 symptômes cardinaux qui reviennent régulièrement, presque plus que les syndromes respiratoires et de la dyspnée. C'est la fatigue, la douleur et les troubles cognitifs, c'est-à-dire la lenteur, voilà. Ces 3 symptômes-là, je ne vais pas vous cacher qu'avant la Covid, on voit régulièrement des plaintes de cet ordre-là, dans plein de situations, qui sont des situations dans lesquelles il y a souvent une implication de maladies qui ne sont pas bien déterminées. Par exemple, quand il y a eu la grippe H1N1, et ben évidemment, on a eu beaucoup de cas, et je vois encore des patients en consultation qui sont suivis pour des formes longues de H1N1. Dire que c'est psychosomatique, je ne me permettrai jamais parce que c'est compliqué et on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, mais quand même, il y a un pattern qu'on retrouve également dans la fibromyalgie, qu'on retrouve dans le syndrome de fatigue chronique, qu'on retrouve dans l'endométriose, qu'on retrouve dans la myofasciite à macrophage, qu'on retrouve dans les post-vaccinations, etc. Sans avoir de certitude, bien évidemment, sur le sujet, je dirais 2 choses à propos des formes longues de Covid. C'est que, 1, ça existe, c'est-à-dire que les patients sont là, ils ne peuvent pas forcément travailler, ils ont des interactions sociales, professionnelles, familiales qui sont très altérées par ces symptômes. Donc la maladie est tout à fait réelle. Cependant, je pense qu'il y a quand même une participation aussi psychosomatique dans le sens où on retrouve ces symptômes-là dans des maladies qui font l'objet d'un débat, qui font l'objet d'une médiatisation importante et dans lesquelles il y a probablement une composante psychotraumatique. Alors, de là à dire que c'est plutôt l'un, plutôt l'autre, on est vraiment dans un gradient. Il y a probablement des gens qui ont des séquelles microvasculaires au niveau des poumons ou au niveau du cerveau avec des conséquences de fatigue, etc. Mais quand même, c'est très important d'arriver à prendre en charge ces patients sur un versant psychothérapeutique aussi. Et chose qui est rendue très difficile par les gens qui s'associent j'allais dire des clusters, mais en association, qui sont très actifs aussi, parce qu'il y a aussi une revendication de dire, ben voilà, cette maladie, elle est liée à la manière dont a été gérée la pandémie. Donc je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, parce que les patients sont très sensibles, ils ont rapidement l'impression, quand on leur dit qu'il y a une composante psychotraumatique, qu'on ne les prend pas au sérieux, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais par contre, voilà, c'est un sujet qui est très épineux, mais en tout cas, ça fait l'objet aussi de pathologies un peu émergentes qu'on voit apparaître maintenant. Je te repasse la parole brièvement, Catherine. Après, on passera aux questions de nos internautes. C'est très bref. Je voulais juste rebondir sur ce dont tu parlais, Israël, sur la guerre. Hier matin, à France Culture, on parlait justement du fait que, paraît-il, en période de guerre, il y aurait moins de suicides que dans les autres périodes. Et en fait, l'expert qui était interrogé, dont je n'ai plus le nom en tête, disait, mais en fait, quand on se repenche sur cette question, on s'aperçoit qu'en fait, il y avait des suicides et il y a des suicides en temps de guerre, sauf que pour que la famille récupère les indemnités liées aux militaires qui se seraient suicidés, eh ben, c'était des suicides qui étaient cachés et on considérait... Donc je reviens aussi sur cette prise en charge globale, hein, c'est-à-dire le traumatisme, il va où, il va jusqu'où, et qu'en fin de compte, on ne considérerait pas que ces hommes qui se sont suicidés suite à un traumatisme majeur, hein, je pense qu'une guerre telle qu'on peut l'imaginer en est une, sous prétexte que c'est un suicide et alors que c'est un traumatisme. Donc c'est vraiment des vraies questions et qui sont à poser et à se reposer. Je te remercie, Catherine. Alors, on donne la parole, on donne place aux questions des internautes. Alors, Joris, le psychisme est une dimension essentielle chez tous les individus. Les conséquences psychiques liées à cette crise sanitaire sont considérables. Quel type de symptômes et de maladies craigne-t-on de voir apparaître à terme? Alors, je vais peut-être passer la parole à Alain Toledano, si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Merci à vous, merci à Joris.
La première pathologie, ça va être la peur et l'anxiété. Bien sûr qu'on va en avoir d'autres. Je voudrais répondre aussi en évoquant ce qu'a dit Florian tout à l'heure. Vous savez, dans l'histoire, on a eu la chance d'arrêter de mourir tous les jours d'abcès et d'infections parce qu'il y a eu les antibiotiques. Et ensuite, on mourait de crise cardiaque. Et les cardiologues ont fait des progrès, c'est devenu vraiment l'exemple de la médecine préventive. Et moi, je suis attristé de voir aujourd'hui un cardiologue formidable qui est Florian se dise finalement, je suis peut-être pas utile à voir les patients en prévention, il va falloir que je me remette à faire de la pathologie. L'échec de notre système de santé, ce serait d'abandonner ce bel exemple de médecine préventive qu'est la cardiologie. Nous, en cancérologie, on envie les cardiologues. D'ailleurs, on voit les cancers arriver parce qu'on meurt moins de pathologies cardiovasculaires, parce que les cardiologues ont été efficients. Et donc, en fait, on dépend les uns des autres. Il va falloir qu'on restaure cette médecine préventive. Sur le plan psychique, on va devoir réinjecter, effectivement, et ça va passer aussi par la communication thérapeutique. Vous savez, on s'est tous plaints pendant le premier confinement d'avoir les comptes des morts tous les soirs. Il va falloir qu'on réhabilite la communication thérapeutique. Quand vous dites à un patient « n'ayez pas peur », c'est pas pareil que si vous lui dites « soyez rassuré », parce que le cerveau n'entend pas la négation. On voit actuellement la dérive. Les directives se sont transformées en injonctions. Portez des masques, ne sortez pas de chez vous. On a perdu la phase pédagogique. Donc au lieu d'enseigner la vertu, on va devoir aujourd'hui se travailler pour essayer de freiner les vices. Donc on a plein de problèmes éthiques qui sont apparus, et que ce soit sur le plan individuel ou collectif, à mon avis, même s'il fallait se recentrer sur la gestion aiguë du Covid, on est en train de dériver sur le plan éthique. Et ça, je voudrais bien qu'on en reparle tout à l'heure. Florian Zorès, peut-être, pour répondre. Oui, je vais juste répondre sur ce point. Je pense qu'il y a un problème de compréhension. Je n'ai pas dit que je ne fais pas de prévention. J'en fais tous les jours. Je fais de l'éducation thérapeutique. On fait un programme de réentraînement à l'effort. Et la première chose que je dis à mes patients, c'est de travailler sur la prévention. Ce que je dis, c'est que ce qui ne sert à rien, c'est la médecine anticipatoire. C'est pas la même chose. Et ça, on le sait très bien, que faire des examens tous les ans pour voir si l'artère coronaire est en train légèrement de se rétrécir, auquel cas il faudrait éventuellement faire quelque chose et mettre un stent dedans, ça ne sert à rien. C'est pas moi qui le dis, ce sont les données scientifiques publiées. Donc attention, c'est extrêmement important ce qu'on est en train de dire. Je ne dis pas et je n'ai jamais dit que la prévention cardiovasculaire ne servait à rien. Ce n'est pas vrai. Ce serait être en porte-à-faux de tout ce que j'ai appris et de tout ce qui a été publié. Ce que je dis, et ce que je dis soutenu par des données publiées, c'est que voir le patient régulièrement, tous les 3, 6 ou 12 ans, en tant que moi, cardiologue, attention, il y a d'autres spécialités pour lesquels c'est peut-être pas pareil, et les généralistes ou d'autres professionnels pour lesquels c'est peut-être pas pareil, en tant que cardiologue, voir le patient tous les 6 mois pour lui faire un bilan, un ECG, une prise de tension, etc., ça ne sert à rien. J'anticipe quelque chose, ça ne sert à rien. Je crée le besoin au patient de venir me voir et je l'enferme dans sa pathologie, dans son hypertension artérielle, son diabète, etc. Par contre, travailler avec lui sur la prévention cardiovasculaire, sur la perte de poids, sur l'activité physique, sur la connaissance de sa pathologie, etc. Ça, c'est de la prévention cardiovasculaire et ça fonctionne. Donc attention, il faut faire attention à ce qu'on transmet comme information. La réalité est aussi que moi, et je l'ai dit et ça a été relayé, je ne demande que ça, avoir du temps à passer avec mes patients. Ça suppose malheureusement, dans la mesure où les journées ne font que 24 heures et le nombre de patients étant pas limité, de choisir les patients pour lesquels mon intervention est la plus pertinente et rend le plus de service dans un système de santé où je ne suis pas tout seul, où les médecins ne sont pas tout seuls, où il y a plusieurs types de médecins et plusieurs types de professionnels. Et donc, par exemple, pour ce qui est de ma spécialisation ou de ma surspécialisation qui est l'insuffisance cardiaque, la réalité c'est qu'entre 2000 et 2010, il y a eu plus 30% d'insuffisance cardiaque en France, il y a eu plus 8% de cardiologues. On ne peut pas voir tout le monde, tout le temps. Et donc, il faut faire, non pas des choix, si, c'est des choix, mais il faut
prioriser l'action médicale pour laquelle on a été formé, par exemple pour le diagnostic, la prise en charge, etc., et donner à d'autres professionnels qui sont formés, les infirmiers, les généralistes, d'autres spécialités, les kinés, les éducateurs en activité physique adaptée, que sais-je, l'opportunité et la possibilité de prendre en charge ces patients sur leur version pour laquelle ils sont formés. La prise, par exemple, les pharmaciens, j'ai oublié, pour ce qui est de la titration des traitements, il n'y a pas besoin que ce soit un médecin qui le fasse, ça peut être d'autres personnes, infirmiers, pharmaciens, qui auront tout autant une formation à l'écoute du patient. Et encore une fois, on en revient. Pour ce qui est de l'écoute du patient, il y a des professionnels qui sont formés, et bien mieux que moi. Mais ça, le problème du remboursement, des psychologues notamment, est un vrai problème. Et si ce problème-là n'est pas réglé, on n'aura pas avancé sur une prise en charge globale du patient. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais attention, j'ai jamais dit, jamais, que la prévention cardiovasculaire ne marche pas. Elle marche, et la prévention cardiovasculaire qui marche le mieux, c'est la prévention cardiovasculaire non pharmacologique, c'est l'activité physique, l'équilibre alimentaire, l'arrêt du tabac et la perte de poids. Aurélien Benwalid, un mot sur cette question? Alors, c'était la question C'était les symptômes qui risquaient d'apparaître ou les maladies qui risquaient d'apparaître en raison de l'état psychique des personnes. Je crois que on va avoir une table ronde sur les répercussions psychologiques de la Covid. Donc je vais pas totalement déflorer le sujet, mais évidemment on est sur une anxiété majeure et sur des syndromes dépressifs qui vont avoir un coût pour la société qui est très important. Au-delà de ça, bien évidemment aucun élément de prédiction et parfois d'ailleurs les prédictions qu'on peut être amené à faire, on peut être amené à se gourer parce que c'est très difficile d'appréhender à l'échelle collective les réactions parce que par rapport à ce que disait Madame Rongière avant, c'est vrai que la sociologie a ça de très intéressant, c'est qu'elle va évaluer les choses en prenant beaucoup d'altitude. Alors j'ai eu moi aussi quand j'étais en première ou deuxième année de médecine un cours passionnant sur la sociologie du suicide, et même s'il y a ce qu'on appelle des facteurs confondants, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des éléments qui vont venir faire baisser un petit peu de manière artificielle le risque, on sait bien qu'il y a des grandes tendances. Là, on le voit notamment, on a vu la natalité a baissé, je crois, de moins de 13 000 naissances cette année. Ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que même si à l'échelle individuelle, chacun dans son couple va prendre une décision, comme pour le suicide, quelqu'un va à un moment donné passer à l'acte. Isolément, c'est une histoire individuelle, mais collectivement, c'est une histoire sociologique. Donc, il va y avoir des évolutions. Je ne sais pas quelles vont être les craintes. Moi, je partage un peu de l'avis d'Alain Toledano, c'est-à-dire que c'est pas très médical, mais la solitude, la colère et la peur sont des éléments qui, en tout cas, déjà maintenant, sont en train d'envahir nos consultations. Est-ce que c'est notre rôle ou pas? Ça, faudrait faire un autre débat. Et c'est vrai qu'on est obligé de faire avec la contrainte du service médical rendu. Donc, on est vraiment sur une question, honnêtement, on ne peut pas y répondre d'un coup de baguette magique, mais c'est très complexe et il faut le nuancer. Deux bonnes questions sur Internet. D'abord, Alain, l'automédication représente-t-elle un risque? Et Martine, les gestes barrières ont-ils fait reculer d'autres maladies? Si oui, cela signifie-t-il qu'il faut pérenniser les gestes barrières? Alain. Oui, alors l'automédication, ça dépend avec quoi on s'automédique. On ne va pas relancer le débat sur l'homéopathique. Vous savez qu'en France, ce qu'on s'était dit déjà, 93% de nos consultations se soldent par une prescription médicamenteuse, contre 40% aux Pays-Bas, et ils ne meurent pas plus tôt. Et on jette une boîte sur deux à la poubelle. C'est-à-dire qu'on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Et donc on a fait une confusion entre le traitement et le traitement médicamenteux. Je vous donne un exemple. À l'Institut Raphaël, on a offert des parcours d'accompagnement à 1700 nouveaux patients en 2 ans. On a offert 17 000 soins qu'on a évalués. Et ce qu'on a remarqué sur les premières centaines de patients évalués, c'est qu'en 3 mois, avec un parcours simple, en gardant le lien, on diminuait de 56% le taux de dépression. On diminuait avec un accompagnement humain simple de 40% le sentiment d'isolement, de façon non médicamenteuse. Donc s'automédiquer par des comprimés ou l'image qu'on en a avec la culture que cela véhicule, je préfère qu'on s'automédique avec une thérapie sentimentale, de la musique, de la joie, de la bonne humeur. Et donc il va falloir effectivement qu'on ait des espèces d'états généraux vertueux, des traitements, de la manière de prendre en charge et de la santé globale. Florian Zorès. Ouais. Alors sur l'automédication, je suis tout à fait d'accord sur la confusion traitement et médicament.
je reviens sur ce qui est ma spécialité, hein, dans le post-infarctus, le fait de faire un suivi d'ajouter au traitement pharmacologique idéal, à la réadaptation, etc., un suivi psychologique pendant 6 ans diminue la mortalité. Voilà. Donc c'est un médicament un traitement qui marche, qui n'est pas remboursé en France. Donc c'était juste ma contribution sur cette partie où effectivement on a trop tendance à confondre traitement et médicament et ne pas traiter ou ne pas donner de médicaments, c'est un choix de traitement et on a d'autres choses à proposer. Il y avait une deuxième question. Aurélien, conserver les gestes barrières, est-ce qu'il y a eu des pathologies qui ont été moins présentes du fait de ces gestes barrières ? Alors bien sûr, je me rends compte qu'on aurait aussi pu avoir un médecin généraliste à la table, ça aurait été absolument passionnant parce que c'est eux qui sont en première ligne pour voir tout ça. Mais oui, il est certain que les gestes barrières ont un certain nombre d'efficacité, notamment sur les maladies infectieuses. Ça, nos collègues médecins généralistes ont vu une décroissance de leur activité, pas forcément en lien avec la peur de venir jusqu'au cabinet, mais simplement parce que les maladies de l'hiver ont beaucoup baissé, et ça, que ce soit les bronchiolites pour les enfants, pour les plus jeunes, ou les pathologies ORL et gastro-intestinales infectieuses, ça a énormément baissé. Alors là aussi, c'est un raisonnement bénéfice-risque qu'on doit avoir. Moi, à titre tout à fait personnel, dans mon activité, peut-être que je garderai certains gestes barrières parce que ça m'évitera d'avoir une gastro-entérite au milieu de l'hiver, comme c'était régulièrement le cas. Mais pour les enfants à l'école, pour les activités quotidiennes, ça va être compliqué de dire ou de définir, il faut continuer à faire ça. Peut-être dans certaines circonstances, comme les Asiatiques, dans les transports en commun, les choses comme ça. C'est probablement quelque chose qui va nous rester, mais ça, l'avenir nous le dira. Mais oui, en tout cas, il y a des gestes. Les gestes barrières ont une efficacité manifeste sur les pathologies infectieuses liées à l'hiver notamment. Catherine Rongière, tu nous as dit tout à l'heure que certains couples n'avaient pas eu accès à l'aide médicale à la procréation et qu'on avait arrêté la plupart des centres de France. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, approximativement pour le pays, combien de couples se sont retrouvés fort clos dû à l'âge et ne constitueront pas famille à cause de l'épidémie de Covid ? Alors, te donner un chiffre, ça va être difficile, parce qu'on a justement priorisé ces couples et ces femmes âgées pour pouvoir les prendre au plus vite et éviter d'arriver rapidement à l'âge fatidique. Il y a quand même des patientes qui probablement n'ont pas pu être prises en charge. Et puis quand bien même elles auraient été prises en charge, elles ont quand même un âge qui de toute façon amène à des résultats qui ne sont pas très satisfaisants. Donc te donner un chiffre, je ne sais pas. On a aujourd'hui, en tout cas à Strasbourg, résorbé le retard. Dans beaucoup d'autres services, ça n'est pas toujours le cas. Et c'est extrêmement mal vécu. Ça va aussi avoir des conséquences, ça c'est certain. Et donc je pense que on est dans une situation où l'assistance médicale à la procréation, le désir d'enfant, alors moi je suis pas du tout dans le vital, donc ça a été vraiment la dernière roue du carrosse, quoi. S'il y avait quelque chose qu'il fallait pas prendre en charge, c'était bien ça. Quelle importance finalement, Et finalement ça a été terriblement mal vécu par ces couples qui se sont sentis en plus totalement abandonnés. D'autant plus qu'on n'a jamais interdit aux couples de faire des enfants spontanément. Il n'y a eu aucun avertissement à la population en disant surtout, éviter une grossesse spontanée. Donc ils se sont vraiment sentis, marginalisés et abandonnés. Donc finalement, ce n'est pas que les maladies qui ont été éclipsées par la Covid-19, bien plus encore. Je crois que ce sera le mot de la fin. Je repasse la parole à Israël Nizan pour conclure. Le terme d'éclipser, finalement, effectivement, ne recouvre qu'une partie de ce dont on a parlé. Et la chose la plus intéressante, c'est que la disette médicale entraîne une hiérarchie des pathologies et des souffrances. Quand on ne peut pas tout faire, on n'en fait qu'une partie. Et alors, on choisit quoi ? Et c'est là, dans ce quoi, qu'il y a la vraie question éthique. Et très clairement, les enjeux de santé publique sont des enjeux utilitaristes.
Et nous, en France, nous avons une vraie grande distance par rapport aux philosophies utilitaristes. Et pourtant, nous sommes ramenés constamment à cela, ne serait-ce que par les décisions de confinement, pas confinement, qui sont des décisions utilitaristes, parce qu'à la clé, il y a surtout, il ne faut pas qu'on puisse filmer des embouteillages dans les services d'urgence et des choix de médecins, je soigne un tel et je ne soigne pas tel autre, parce que ça, ce n'est pas assumable au plan éthique par le gouvernement. Je pense qu'on va clore ce débat et se donner rendez-vous. Et on a un rendez-vous tout à l'heure à 14h autour d'une thématique extrêmement importante, les seniors face à la Covid-19. Donc rendez-vous à 14h sur le site du Forum européen de bioéthique.eu. À tout à l'heure.